Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez été très nombreux à plébisciter. Ah, on peut dire qu'Adolphe vous intrigue, pas vrai? Enfin, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Parce que le premier roman où on imaginait une victoire nazie fut écrit par un certain Philippe K. Dick et est sorti il y a plus d'un demi-siècle. Le titre pourrait vous parler, car oui, il est en train d'être adapté en série par Amazon. Ça s'appelle Le Maître du Haut Château, ou The Man in the High Castle. Donc oui, vous l'aurez compris, on va pas s'intéresser à comment les nazis auraient pu gagner la guerre. On s'en fout, ils ont gagné la guerre. Enfin, on part de ce postulat. Ils sont penchés sur le sujet. On va se baser sur quelques-unes de leurs spéculations, tout en mélangeant quelques autres pour explorer un scénario parmi des milliers possibles. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Ouais, du coup, c'est en 360. Nous sommes en 1947, dans la réalité alternative. Les Allemands ont remporté la bataille de Stalingrad et sont parvenus à repousser le fameux débarquement des Alliés. Ne parvenant pas à lutter, les États-Unis ont fini par signer l'armistice avec l'Allemagne. Le missile allemand V2, équipé de l'arme atomique créée par les Allemands et qui a survolé New York, a fini par les décourager. Et à l'issue de ce traité de paix, les Américains se sont retirés du conflit. Et comme le Japon dans cette réalité n'a pas reçu de tête nucléaire sur la tronche, les Américains ont dû s'incliner et leur livrer quelques îles qu'ils avaient, notamment Hawaï. Et en Angleterre, on vient de changer de roi. George VI, le père de celle qu'on appelle Élisabeth II, et qui, dans notre époque à nous, est la reine d'Angleterre, a été ici destitué par Hitler. Son frère Edward, qui avait abdiqué en 1936, officiellement parce qu'il sortait avec une actrice, et officieusement parce que c'était un sympathisant nazi, a été remis sur le trône par Hitler lui-même. Le gouvernement alors de Churchill, celui qui dirige donc le Royaume-Uni, s'est exilé en Inde, un territoire encore anglais à ce moment-là, suffisamment éloigné de l'Europe pour continuer à organiser la lutte. Et là-bas, il continue, aux côtés de Charles de Gaulle, d'organiser la résistance face aux nazis. Et en France, tiens, que se passe-t-il? Eh bien, pas grand-chose. La France continue à être occupée et dominée par les Allemands. Et Pierre Laval, le numéro 2 du gouvernement de Vichy, attend patiemment la mort du vieux maréchal Pétain pour devenir le nouveau président. Il souhaite mener une politique de collaboration encore plus poussée, inspirée de l'Allemagne nazie, pour pouvoir faire en sorte que la France puisse s'intégrer complètement au Troisième Reich. Nous sommes maintenant en 49, et en même temps que le 60e anniversaire du Führer, on s'apprête à fêter la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. La propagande rapporte qu'à l'Est, la Russie est à genoux. Staline et ce qui reste du gouvernement soviétique se sont réfugiés au fin fond de la Sibérie. On dit que ce n'est qu'une question de mois avant que l'armée rouge ne se fasse complètement écraser par la Wehrmacht. Et comme il l'avait annoncé dans son ouvrage Mein Kampf, Hitler lance la colonisation des terres conquises de l'Est, propice à l'agriculture et donc à nourrir son peuple. Doucement mais sûrement, les premiers Allemands commencent à s'installer sur l'ancien territoire de l'URSS. Pour attirer les colons, le régime nazi promet à chaque famille qui part s'installer quelques esclaves slaves ou juifs capturés pendant la guerre. Et c'est cette même année que Hitler annonce le projet Judenfrei, qui vise à une Europe sans aucun juif. Et un plan de déportation massif des juifs a été prévu sur l'île de Madagascar. Voilà, regardez, c'est paumé juste ici. Cette ancienne colonie française fait parfaitement l'affaire puisque elle est suffisamment grande pour pouvoir y loger tous les millions de juifs et suffisamment loin de l'Europe pour qu'on n'en entende plus parler. Mais tous les juifs ne sont pas déportés. Beaucoup restent encore en Europe et sont utilisés comme esclaves dans les nombreux chantiers monumentaux voulus par Hitler aux quatre coins de l'Europe. Ils sont exploités sans vergogne et ceux qui ont le malheur d'être trop faibles pour travailler sont exécutés. À l'Est, finalement, Staline a été attrapé par les nazis. Et c'est par l'aide d'un certain Lavrenti Beria, le chef des services secrets russes, qui a finalement permis aux Allemands de mettre la main sur lui. Et ses motivations étaient toutes simples. Les nazis lui ont simplement promis un bon poste à la Gestapo. Mais Hitler n'aura pas le temps de juger son vieil ennemi, car Staline réussira à se suicider en prison avant même que son procès ne débute. En Inde, les Alliés sont parvenus à galvaniser leurs forces, avec à leur tête Charles de Gaulle et Churchill, et s'apprêtent à mener leur dernier combat contre l'armée allemande, qui, de son côté, après la conquête de l'Afrique, s'est mise en marche vers eux. Et malgré de longues négociations, la Chine n'a pas accepté d'aider les forces alliées. Il faut dire en même temps que les juteux contrats industriels signés avec le Troisième Reich, et qui permettront donc à la Chine plus tard de devenir l'usine du monde, sont plus intéressants pour elle qu'une guerre perdue d'avance. Le 20 avril, Hitler fête ses 70 ans, dans un monde où ses ennemis ne se comptent plus que sur les doigts d'une main. Et exceptionnellement, il est sorti de sa résidence ultra protégée du Berghof, dans les Alpes, pour une grande cérémonie organisée dans le Grand Dôme de Germania, et retranscrite en direct sur toutes les télévisions du monde. Et Germania, c'est tout simplement la nouvelle capitale du Reich, et qui a été en partie construite sur les cendres de Berlin. Les plans de cette nouvelle capitale, conçue pour être la ville la plus imposante du monde, sont signés par le Führer lui-même, et le monument principal de la ville, le Grand Dôme, donc dans lequel on fête l'anniversaire d'Hitler, fait près de 290 mètres de haut, comme le prévoyaient donc les plans initiaux, et a été conçu pour contenir pas moins de 150 000 personnes. C'est presque aussi haut que la Tour Eiffel.
Bref, le Führer a l'air plutôt content de la cérémonie, mais il est très diminué. Ce n'est plus un secret pour personne, et même Goebbels, le ministre du Reich à la propagande, peine à cacher la vérité. Oui, le Führer est gravement malade. Durant la guerre, que ce soit dans cette réalité parallèle ou dans la nôtre, il avait contracté la maladie de Parkinson. En plus de toutes les drogues qu'il prenait et auxquelles il était devenu complètement accro, telles que la meth. Et les centaines de médicaments que lui prescrivait son médecin, qui était aussi un charlatan notoire, n'avaient pas arrangé son état. Hitler a 73 ans. Voilà 3 ans qu'il n'a fait aucune apparition publique. On n'en l'entend plus que guère quelques fois par an à la radio. Une question occupe déjà tous les esprits, qui succédera au Führer? Si Hermann Göring avait été officiellement désigné pour devenir son successeur, il a fini par être officieusement écarté. En même temps, pas étonnant, hein. Il passe son temps à organiser des fiestas et à construire des maisons avec des œuvres d'art volées. Depuis quelque temps, c'est Reinhard Heydrich, dirigeant de la SS depuis 1933, qui apparaît comme le prochain Führer. Mais le jeune Helmut Goebbels, fils aîné du ministre de la propagande, lui fait de plus en plus d'ombre. Le Führer meurt alors quelques jours avant que le premier Allemand mette les pieds sur la Lune. Mais la propagande affirmera que le Führer a patiemment attendu la nouvelle officielle de cet exploit pour rendre son dernier soupir. La cérémonie de ses funérailles est sans précédent, et elle se déroule non loin de Munich, la ville, comme on le sait, préférée du Führer, et de nuit dans une atmosphère quasi religieuse. Et ainsi s'achève la vie de Adolf Hitler dans cette réalité parallèle. Il meurt en véritable héros adulé par son peuple, dans une Europe complètement soumise. Toutefois, sa mort laisse un grand vide dans l'organisation politique du Reich. La mort du Führer pourrait être aussi le signal d'un ultime soulèvement de tous les résistants au régime nazi et disséminés aux 4 coins du monde. Alors, le Troisième Reich, censé durer 1000 ans, survivra-t-il à son fondateur? Ou comme l'Empire d'Attila à la mort de celui-ci, s'effondrera-t-il comme un château de cartes?